Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Maïva Ramsaï, chargée des contenus marketing chez Fed Group, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Richard Moussafiri, aide-soignant en EHPAD, qui nous parlera de son métier et de son quotidien. Bonjour Richard. Bonjour Maïva et merci de m'inviter. Alors avant de nous parler de votre quotidien passionnant d'aide-soignant en EHPAD, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours qui, il me semble, n'était pas tout à fait celui qui vous était destiné? Exactement, c'est une reconversion totale. De base, je suis journaliste. J'ai un bac plus 5 en journalisme politique extérieur. Je l'ai obtenu depuis 2020 et tout de suite, j'ai travaillé pour le compte de mon pays. Je travaillais dans quelques maisons de presse. Et j'ai aussi travaillé j'ai eu les privilèges, justement, de travailler pour le compte de mon ministère, le ministère de l'Éducation, où j'ai travaillé dans une chaîne qui est sous tutelle justement de ces ministères. Et j'avais la couverture de la politique éducative et j'avais aussi la couverture d'une émission, j'avais la gestion d'une émission qui s'appelait Elles en parlent, où j'ai traité sur des questions majeures des filles qui touchent particulièrement mon pays, ma ville, qui est Kinshasa. Et voilà, j'ai fait beaucoup de reportages et jusque-là, c'est ce que j'ai eu à faire avant justement de basculer à ces métiers d'aide-soignant. Ok, donc vraiment un début de carrière complètement à l'opposé de ce que vous faites maintenant. Comment vous vous êtes retrouvé dans le milieu de la santé? Alors, je me suis retrouvé au milieu de la santé, je veux dire, au départ, c'était pas ce qui était prévu. Parce que je suis revenu en France, j'étais ici pour suivre mes études de master. J'y ai commencé, j'ai fait quelques temps. J'ai arrêté parce que mon travail m'avait rappelé, je suis rentré, mon père était malade. Il fallait m'occuper, aider mon travail de mon père. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps. J'ai dû interrompre finalement mon master parce que j'ai passé beaucoup plus de temps. Quand je suis revenu en France, malheureusement, c'était une période post-inscription dans des universités tant publiques et privées. Donc j'étais dans l'obligation de pouvoir attendre la prochaine inscription. Et c'était déjà trop long. C'était trop long. Et en entendant, je devais forcément trouver quelque chose à faire. Quand j'ai dit que ce travail, je me suis plongé dedans sans pour autant le prévoir. C'est parce que pendant mes temps perdus, j'ai réfléchi beaucoup. C'était déjà une période très difficile pour moi. Alors, on m'a parlé d'un travail d'auxiliaire de vie que je connaissais pas déjà. Moi, personnellement, j'appréhendais pas. Je me disais, tout ce qui va tomber sur moi comme travail, tant que c'est légal, je vais le faire. Okay. Alors, je commençais à faire ce travail. J'ai postulé. Mon profil a intéressé l'employeur. J'ai commencé à faire des missions de gauche à droite. C'est les missions justement consistait à aider les personnes dépendantes, pouvoir être à côté d'elles. Sauf que pour un début, j'allais des maison à maison. Dans une journée, je pouvais aller chez 4 clients ou plus. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai rencontré une famille et la famille, c'était une famille géniale. Il y avait un patient, c'était un jeune homme magnifique qui souffrait d'une maladie qu'on appelle myopathie. Et j'ai été fidélisé avec cette famille parce que j'étais si jeune et c'était un petit qui voulait. Désolé de l'appeler petit, j'ai l'appelé comme ça parce que c'était. Qu'il était jeune. C'était jeune et c'était comme un frère au fur et à mesure. On m'a fidélisé avec cette famille-là. C'était plus qu'un travail. C'était devenu plus qu'un travail au fil du temps. Parce que on était devenu comme une famille avec cette famille au final. Parce que j'étais trop proche de cette famille, trop proche de cette personne malade. Il s'appelait Joshua. Il s'appelait parce qu'aujourd'hui il n'est plus. Il nous a quittés il y a quasiment 1 an, je pense. Et on s'était très 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 vite rapprochés et j'ai faisais tout le temps des missions chez cette famille-là. Je m'occupais du petit, son petit déjeuner, ce repas, coucher, sa toilette et tout ce qui va avec. C'était assez particulier. Et au fur et à mesure, je commençais à prendre plaisir de pouvoir faire ce travail, de m'occuper de gens. Ok. De m'occuper de gens et je m'étais dit pourquoi pas aller vraiment dans
dans le secteur de santé, le secteur médical proprement dit, parce qu'à vrai, un auxiliaire de vie n'est pas, on va dire, il ne figure pas dans l'échelle des personnels médicaux. C'est un auxiliaire de vie, mais il fallait, j'ai trouvé justement ce goût d'aller aider les personnes. Voilà, je me suis retrouvé dans le milieu de la santé. Au milieu de la santé, malgré vous, mais c'était vraiment malgré moi. Ouais. Ok, donc déjà désolé pour cette issue tragique pour lui. On peut qualifier ça peut-être de déclic pour vous. Vous vous êtes dit après cet événement, je veux aider les patients et moi me reconvertir. Déclic, oui, mais après un moment de raisonnement. Oui. Parce que personnellement, je suis quelqu'un d'attachant. Je m'attache très rapidement. J'étais trop attaché à lui et comme je le disais, il était devenu comme un frère pour moi. C'était plus un patient que je venais m'occuper, c'était un frère. Donc au bout d'un moment, j'ai fait même des heures supplémentaires sans pour autant que mon entreprise puisse être au courant. Je pouvais rester un peu plus longtemps que prévu, que mes heures de service, parce que je le faisais par amour. Donc lorsque il est malheureusement décédé, je me disais, est-ce que c'était une bonne idée au final de pouvoir aller dans le secteur médical, parce que je risquerais au fur et à mesure de m'attacher à des personnes qui vont au bout d'un moment partir. Ce sont des personnes malades. Et je m'étais dit, pourquoi pas. J'ai eu quand même des conseils de quelques personnes qui travaillent déjà dans ces secteurs, qui m'ont conseillé et qui m'ont donné quelques tics de ce travail. Pas totalement attaché, on n'est pas totalement éloigné non plus. Ouais. On doit être au juste milieu pour justement faire le travail. Voilà, j'ai pris un temps et le déclic est venu en ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait pas être trop attaché, il fallait pas non plus être trop éloigné au risque de ne pas bien faire le travail. Quand j'ai compris en fait finalement dans quelle zone émotionnelle je devais me situer, c'est là que le déclic est venu justement. Ok, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire la différence entre la vie privée pour le coup et le professionnel, parce que là ça touche aussi aux émotions, donc c'est peut-être dur de trouver le juste milieu. Exactement. En tout cas, je sais que ça ne vous a pas complètement dégoûté parce que maintenant vous êtes en première année d'études pour devenir aide-soignant. Oui, finalement. Comment vous y êtes pris pour faire cette reconversion ? Déjà, j'ai eu à faire des recherches sur comment être un aide-soignant. Justement, j'ai trouvé mes réponses auprès des personnes qui sont déjà dans des secteurs, des aides-soignants que j'ai rencontrés, que j'ai discuté avec eux. Et j'ai postulé dans une école qui se trouve ici à Paris. J'ai postulé dans plusieurs écoles finalement. Moi, dans ma tête, je pouvais bien faire la formation en tant qu'infirmier, mais comme je sors d'une formation qui n'a absolument rien à voir avec les secteurs médicaux, le secteur de santé, je devais forcément passer par la formation d'aide-soignant pour avoir le base, justement. Et j'ai postulé, j'ai passé des entretiens, qui ont été segmentés, qui ont été séparés. Il y a une partie qui était écrite et il y a une partie qui était à l'oral. On devait écrire un projet, qu'est-ce qu'on souhaitait être après la formation et c'était quoi la motivation. Et j'ai eu à passer les entretiens. J'ai été accepté. Voilà, j'ai commencé il y a 2 mois déjà dans un EHPAD. Il y avait soit le choix de le faire en apprentissage qui veut dire justement je devais avoir un employeur qui devait justement accepter mon profil pour être en alternance, donc avoir une période chez l'employeur et avoir aussi une période à l'école. Et justement quand on fait une formation d'aide-soignant et qu'on est dans ces statuts-là, ça prend plus de temps que prévu parce que normalement la formation a une durée d'1 an. Comme on est apprenti, on a une durée de 18 mois par contre. D'accord. Parce que voilà, on n'est pas tout le temps à l'école, on est aussi chez l'employeur. Donc je me suis retrouvé à passer l'entretien 2 fois à l'école et chez l'employeur, j'ai été validé. Ça fait 2 mois que je suis finalement en formation en tant qu'apprenti dans un EHPAD. Ok. Effectivement, c'est vrai que c'est peut-être une bonne option aussi d'être en alternance pour avoir un pied dedans et vous former sur le terrain, mais aussi avoir la théorie en cours. Exactement. Donc effectivement, maintenant vous êtes aide-soignant. Apprenti, oui. Voilà. Ça fait 2 mois que vous le faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre quotidien ? Quelles sont vos missions ? Est-ce que y a des collaborateurs avec qui vous êtes plus en interaction ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, je suis dans un milieu où, je dois accompagner les gens à vivre comme moi. Je vis tous les jours, sauf que ce sont des personnes qui sont en fin de vie.
On va le dire comme ça, c'est mieux pour ne pas dire vieille personne. Alors, mon quotidien consiste justement à pouvoir... je commençais par la discussion. On est censé accompagner ces gens, à discuter avec ces gens, à aider ces personnes-là à se sentir... C'est dans un EHPAD, c'est quand même un milieu qui est réservé pour, mais on n'est pas censé faire ressentir à ces personnes qui sont hors vie, quoi, qui sont en prison ou quoi que ce soit. Non, mais c'est vraiment un domaine où on est là juste pour non seulement accompagner en termes de soins, parce qu'on apporte aussi des soins, mais c'est aussi accompagner ces personnes à se sentir bien, à se sentir toujours en société, en communauté. Et ça fait plaisir. Alors, tout le jour, justement, quand j'arrive, il faut faire les soins. Il y a des personnes qui sont totalement dépendantes. Il y a des personnes qui sont moins. Alors, ça dépend des cas de figure. Moi, j'ai 4 patients depuis que j'ai commencé ma formation. Ça sera évolutif, hein, au fur et à mesure, je pourrais en avoir 5 ou 6 ou plus. Ça dépendra. Mais pour l'instant, quand j'arrive le matin, des personnes que j'ai et qui sont sous ma responsabilité, qui sont dépendantes, il faudrait que je puisse les aider à prendre leur repas déjà le matin. Et puis par après, leur aider à prendre leur douche. Il y a certains patients qui sont alités, qui n'arrivent pas à quitter le lit. Il faudrait passer à la toilette, au lit. Certains qui peuvent justement, qui ont carrément leur indépendance, il faut passer carrément la douche. Il faut aider à la réfection de lit. Il faut aider habillage, déshabillage. En fait, c'est vraiment pour que les gens comprennent un tout petit peu c'est quoi vraiment ce qu'on fait, parce que c'est la vie de tous les jours que la personne avait avant qui n'arrive pas à faire. Nous on aide justement les personnes à maintenir cette autonomie là, et c'est en fait ça la vie de tous les jours. Et on arrive aussi à faire manger ces personnes et tout ce qui va avec. Mais là c'est la partie soins, mais il y a une autre partie qui est justement cette interaction, bien-être, tout ce qui va avec. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante au-delà de soins, justement, parce que on échange avec ces personnes, on arrive à connaître leur vie, leur passé, ce qu'ils ont vécu, et ce côté partage entre ce que nous on vit aujourd'hui, c'est que eux ils ont vécu. C'est en fait le chapitre le plus important pour moi dans ces métiers, parce que personnellement j'apprends beaucoup. Ah bien sûr. Et c'est magnifique, c'est qui est vrai. Peut-être beaucoup d'autres soignants ne les font pas. Mais moi, j'y profite parce que je me dis que voilà, c'est quand même intéressant à mon niveau. Oui, et puis effectivement, auprès de personnes âgées, c'est peut-être un peu plus le côté relativisant de ce métier, en se disant, nous, on est valide, on peut s'occuper d'eux, les accompagner dans leur quotidien. Donc effectivement, je pense que cette partie est plus intéressante. Exactement. Nous, ce qui est vrai... il y a 20 ans, 40 ans passés, ces personnes, la grande partie, avaient leur autonomie, ils pouvaient parler comme nous, ils pouvaient marcher comme nous, ils pouvaient rigoler comme nous, s'amuser, faire des divertissements. Malheureusement, au fil du temps, le corps nous lâche, en fait, au fil du temps, et on se retrouve avec de maladies, de pathologies, comme ça, et qui nous plongent dans une situation de dépendance. Malheureusement, certains patients, je vais profiter pour le dire, ne le supportent pas. Pas d'être dans cette indépendance-là, que quelqu'un soit là pour te faire manger, que quelqu'un soit là pour te dire fais ceci, fais cela, parce que s'il y a un accompagnement médical qui suit, beaucoup ne supportent pas. Mais voilà, c'est en fait ce côté interaction qui arrive justement à apaiser ces personnes pour dire non, je ne suis pas que là pour vous apporter de soins, mais je suis là aussi pour partager, discuter avec vous, connaître votre jeunesse. Et moi j'ai la chance d'être dans un EHPAD qui a des patients magnifiques, des anciens généraux, des personnes qui ont fait des travaux remarquables. Et discuter avec ces personnes, c'est quand même très, très, très important. Voilà. Oui, ça vous apporte beaucoup. C'est une certaine richesse de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Exactement. C'est pour moi, comme je le disais, c'est le côté le plus exceptionnel de ce travail. Et je pense que s'il y a une raison pour laquelle je pourrais rester aussi longtemps à faire ce travail, c'est ce côté échange avec les personnes âgées, justement. Ok. Pour revenir sur votre poste, est-ce que vous interagissez aussi avec, je sais pas, par exemple, des infirmiers ou
ou d'autres On échange, oui. C'est obligé, c'est un travail qui impose la communication entre personnel. Quand je dis personnel, n'est pas que entre aides-soignants, mais c'est vraiment une échelle de communication. Ça commence dès la directrice jusqu'au dernier d'aide-soignant, en fait. Même nous, apprentis, en fait, parce qu'on n'est pas encore aide-soignant. Donc, moi, dans l'EHPAD où je travaille, je vais pas divulguer, en fait, comment il fonctionne, mais juste, chaque jour, par exemple, nous avons des réunions. Quand je dis chaque jour, c'est chaque jour. Nous avons des réunions juste après la pause. On évalue le travail. Comment ça se passe? Quel patient a quel problème? Quel patient a quel souci? Parce que nous, les aides-soignants, nous sommes les personnes les plus attachées avec les patients. On est avec les patients tous les jours, on discute avec tous les jours. Et quand on vient peut-être pour faire une toilette au lit, on voit le corps, on peut voir les soucis qu'il y a, on peut voir qu'il y a des hématomes, on peut voir qu'il y a des bleus, on peut voir que voilà les patients qui sont totalement dépendants pendant la nuit, le patient pouvait faire un mauvais pas ou bien un mauvais geste qui peut potentiellement causer un souci. Chaque jour, il y a des évaluations. C'est là ce qui permet justement aux infirmiers à leur niveau de pouvoir apporter des soins appropriés. Et les infirmiers donnent justement des informations au cadre, le cadre qui sont en contact avec des familles, qui eux gèrent avec des familles pour dire voilà, votre mère a telle situation, votre père a telle situation et a telle chose. En fait, la communication elle est permanente justement pour arriver à prendre soin des patients. Voilà, le soin efficace ou je veux dire même idéal pour que on puisse éviter tout danger quoi. Exactement. Bon, c'est quand même positif parce que c'est vrai que généralement les EHPAD ont quand même un peu une mauvaise image auprès des médias ou alors je dirais pas du tout parce qu'aujourd'hui là ça je peux peut-être pas défendre tous les EHPAD parce que je travaille pas dans tous les EHPAD mais au moins l'expérience que j'ai en tout cas c'est une communication en permanence, la surveillance elle est en permanence. C'est génial. C'est H24 ces personnes sont surveillées, il y a une équipe de nuit, il y a une équipe de jour et nous on est évalué par les aides-soignants qui ont beaucoup plus d'expérience. Moi, j'ai débarqué quand j'ai commencé ma formation, j'ai une référence. Bon, quand on va dire référente, c'est l'aide-soignant, les aides-soignants qui ont beaucoup plus d'expérience. Quand j'ai dit beaucoup plus d'expérience, je fais pas allusion à 3 ans, 4 ans d'expérience. Non, moi, ma tutrice, elle a 25 ans d'expérience. C'est quelqu'un qui elle a un grand peut bagage, faire son travail les yeux fermés, comme je le disais. Donc, on est géré et les aides-soignants qui font le travail sont gérés par des infirmiers. Il y a un cadre de santé, le cadre de santé qui gère carrément l'ensemble de l'EHPAD. Il y a 2 cadres, il y a la direction. En fait, c'est vraiment un suivi H24. Mais après, dans d'autres EHPAD, forcément, on va trouver des problèmes avec des personnels. Voilà, ça manque jamais. Mais le côté le plus important, c'est ce côté suivi de patients. Parce que nous, notre directrice à nous, a toujours l'habitude de nous répéter que mes patients sont mes bébés. Donc, vous voyez à quel niveau le suivi peut être. Elle s'en occupe, elle les suit. À tout bout de champ. C'est rassurant. À tout bout, c'est rassurant quand même. Puis même pour les familles, c'est rassurant de savoir que les équipes sont là. C'est très rassurant, c'est très rassurant. Malgré que voilà, les problèmes ne manquent jamais, hein, mais on est quand même très très suivi. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'est une bonne image de l'EHPAD. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de faire votre alternance en EHPAD? Pourquoi vous avez décidé de faire votre apprentissage là-bas? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime déjà le risque, les risques de découvrir de nouvelles choses. Quand j'ai commencé, entre guillemets, le travail paramédical, je vous le disais tantôt, le travail d'auxiliaire de vie, si j'étais quelqu'un qui appréhendait les choses, j'allais me dire non, c'est pas fait pour moi. Mais je suis allé et heureusement pour moi, j'ai eu à découvrir des choses qui m'ont plu. Pour ces cas échéants, le cas des travail dans un EHPAD, j'avais, on va dire, pas des opportunités, mais j'avais eu le choix d'accepter ou de refuser. Mais comme c'était pour moi de découvrir une nouvelle chose, et c'était comme un avenir qui est flou. On t'a dit vas-y découvrir ce qu'il y a dedans. Et moi, comme j'aime bien le risque, je m'étais dit je vais quand même y aller. Et croyez-moi, je pense que parmi les décisions importantes que j'ai prises dans ma vie, celle-là, elle figure parce que je me dis
depuis que je commençais à travailler étant qu'alternant dans cet établissement, je crois que j'ai une nouvelle façon de voir la vie. La discussion avec ces personnes, ces patients, ces personnes âgées, on a des personnes qui ont 115 ans, 120 ans, et qui arrivent au moins à avoir des discussions très très profondes avec des gens. Et très souvent, j'ai retenu une phrase où ces personnes me disent souvent, profitez de la vie, hein. La vie, ça va très vite. Un ancien général d'armée de l'air, un monsieur dont je m'occupe de lui, m'a dit, Richard, j'ai pas vu le temps défiler. C'est parti très vite. Je sais même pas comment est-ce que je me suis retrouvé ici. En fait, ça veut dire qu'il faut profiter, je pense. Et c'est là, j'avais pas en fait cette idée dans ma tête quand j'ai fait le choix justement de travailler dans un EHPAD. Je savais juste que je vais travailler avec des grandes personnes, des vieilles personnes, des personnes qui étaient en fin de vie. J'avais absolument pas aucune idée que ça allait être aussi bénéfique pour moi aussi. Donc, au-delà de ce que pourrait être l'aspect négatif, mais c'était la vraie raison, c'était le risque d'aller apprendre au travers ces personnes, et ce risque-là pour moi à payer aujourd'hui, quoi. Ah oui, ça en valait le coup, parce que finalement là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de côtés positifs, et on voit que l'aspect aussi relationnel ressort. Ça compte beaucoup pour moi. Effectivement, là, c'est ce qui vous plaît, donc c'est génial d'entendre ça, parce que effectivement, on entend souvent aussi les côtés négatifs dans les. Ça manque jamais, hein. Bien sûr. Donc là, c'est bien. Je trouve que ça redore le blason des professionnels de santé. Ouais, ça me fait plaisir. Bon, peut-être que là, ça va être une partie un peu plus négative, mais est-ce qu'il y a des difficultés dans votre quotidien auprès de vos patients? La première des choses, que nous travaillons dans un milieu hospitalier. Qui dit au milieu hospitalier, dit justement le risque qu'il y a de travailler dans un milieu hospitalier. Ça veut dire, vous travaillez déjà avec des personnes qui sont malades. Il y a beaucoup de pathologies. J'ai eu à découvrir des maladies que je connaissais vraiment pas avant. On va le dire, je suis pas dans ce secteur. On est exposé à des contaminations. C'est vrai que nous avons quand même des mesures préventives et tout ce qui va avec. Nous avons, à chaque situation, on a en fait des informations pour savoir que faire face à une situation. On nous apprend, mais nous ne sommes pas immunisés. Nous ne sommes pas totalement à l'abri du danger. Nous sommes tout le temps en contact avec ces personnes-là. Et ça, c'est l'aspect, je veux dire, le risque en termes de contamination, mais il y a aussi notre bien-être à nous personnellement. C'est un travail qui est très lourd, un travail qui est très lourd au niveau psychologique, parce que on n'est pas totalement face à des personnes qui sont qui ont complètement leur conscience, quoi. Certains ont des troubles psychologiques. Discuter avec une personne qui a des troubles psychologiques, arriver à convaincre une personne peut-être qui n'a pas envie de s'habiller, tu lui convaincs de s'habiller, voyez à quel niveau ça pourrait être une charge, quoi. Il y a aussi l'aspect physique. C'est un travail très 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 physique. J'imagine bien, oui. Très 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 physique. Et l'horaire, vous avez un travail qui commence de 8h30 à 20h30. Vous êtes tout le temps 12 heures. Ouais. Oui. C'est vrai qu'on a quand même une pause de 2 heures qui nous réduit à 10 heures, mais après on a tout le temps des charges. Il faudrait aider des personnes à quitter le lit, à se mettre dans leur fauteuil, et on peut faire face à des personnes qui pèsent vraiment vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il y a des machines, mais il faut toujours mettre un tout petit peu de sa force pour essayer un peu de faire le travail correctement. Donc, ce qui veut dire, au fil du temps, c'est déjà un travail, je l'ai lu quelque part, c'est un travail où une personne peut pas le faire plus de 7 ans. J'imagine, oui, parce que effectivement, je pense que après vous pouvez aussi avoir vous-même des pathologies, exactement, peut-être avoir mal au dos. Exactement. De maux de dos, ça n'épargne personne. Ouais. Déjà. Je sais pas s'il y a un aide-soignant dans la vie ou ici en France qui se plaint pas d'avoir les douleurs de dos. Moi, ça fait 2 mois déjà, mais ça commence déjà. Ouais. Mais il y a pour être honnête, il y a quand même un cours qu'on appelle l'ergonomie.
C'est justement un cours qui permet de pouvoir adapter des gestes pour éviter de se faire mal soi-même. Parce que pour sécuriser l'autre, il faut se sécuriser soi-même d'abord pour faire le travail correctement. Mais peu importe, là c'est mon avis personnel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris, mais peu importe ce côté préventif où il faudrait justement faire des gestes qu'il faut. On n'est pas à l'abri du danger ou on n'est pas à l'abri de la fatalité. Sur la vitalité, justement, tu auras de courbatures, tu vois. Et ça, presque tu l'as tous les jours. Au fil du temps, forcément, ça va exploser, quoi. Mais ça reste quand même là, c'est que ça reste quand même mitigé, ou bien ça reste quand même un sujet clivant pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens. Mais voilà, on arrive quand même à faire face à ces difficultés-là quand même. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, là, effectivement, il y a quelques difficultés, mais à côté de ça, il y a tous les aspects positifs que vous nous avez partagés. Pour conclure l'épisode, est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui aimeraient faire ce métier, ou alors même comme vous qui aimeraient se reconvertir? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur donner envie d'y aller? Déjà, c'est ce côté, je pense que le choix est subjectif, mais je pense qu'il faut avoir le risque de découvrir de nouvelles choses. Si on n'a pas les risques de découvrir de nouvelles choses, on est figé. Aujourd'hui, je pense que le monde dans lequel on vit demande d'avoir une vue assez globale de ce qu'on fait. Et moi, personnellement, j'ai eu en fait ce goût de pouvoir risquer à changer complètement de métier. Mon ego pouvait bien se mettre devant, hein, pour dire voilà, on était devant un micro, devant une caméra, on pouvait informer le monde, mais aujourd'hui on est dépendant des personnes, on doit s'occuper de personnes. Ce n'est absolument pas facile d'accepter ce choix, mais il n'y a pas que ce côté négatif où on s'est dit on n'aurait pas dû, mais aussi ce côté découvrir de nouvelles choses, être face à des nouvelles opportunités. Je crois que si je faisais pas ce travail, j'allais pas me retrouver ici en train de parler avec vous. C'est vrai. C'est déjà quelque chose. Oui, ça ouvre des portes et ça permet de faire de nouvelles expériences. Oui, c'est des nouvelles expériences et on sait absolument pas où est-ce que ça va nous ramener. Donc, le conseil pour moi serait de se laisser emporter par le goût du risque. Pour moi, c'est très important parce que je pense qu'on mesure sa force quand on se laisse emporter par le risque d'affronter quelque chose. Moi, je me suis laissé emporter par ce risque. Voilà, je me retrouve là. Je sais pas demain où est-ce que je pourrais me retrouver. Et c'est un travail magnifique. Donc, en conclusion, je pense qu'on peut forcément avoir le goût de faire quelque chose, la volonté de pouvoir le faire en le faisant déjà. C'est pas que le vouloir vient du pouvoir, ça peut aussi être l'inverse. Donc c'est ce que je dirais à un jeune qui me suit, qui m'écoute, de pouvoir se laisser emporter par ce goût du risque qui potentiellement pourrait lui conduire à un chemin de la gloire, quoi. Voilà. Ok, c'est très beau de conclure là-dessus. J'étais philosophique peut-être, mais mais non, voilà. Non, c'était très bien. Écoutez, merci Richard d'avoir partagé votre expérience. Je vous souhaite d'avoir votre diplôme et une bonne expérience dans l'EHPAD. Je l'aurai, ça c'est sûr. Ah mais j'ai pas de doute. Je vous le souhaite, mais j'ai pas de doute. Merci beaucoup. Merci d'avoir porté votre choix sur moi et merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis ravie d'avoir permis, en tout cas à nos auditeurs, de vous découvrir et d'en apprendre plus sur le métier d'aide-soignant. Et donc tout est possible dans la vie parce que vous en êtes la preuve, Richard. Donc auditeurs, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.